Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir au nom du comité formation de la FMD3S. Je vous présente rapidement Daniela, j'ai la chance d'avoir comme collègue depuis 2 ans que je travaille au CHUM. Mais Daniela travaille au CHUM depuis 2000, à la bibliothèque du CHUM depuis 2012. Elle a obtenu son diplôme en sciences de l'information de l'Université de Montréal en 2010, mais elle a toujours travaillé dans le réseau de la santé. Elle s'intéresse particulièrement aux veilles, aux recherches stratégiques, à la bibliométrie et la gestion des données de recherche. Donc, sans plus tarder, c'est à ton tour, Daniela. Merci, Bénédicte, pour la présentation. Puis merci aussi pour ton idée de présenter cet outil-là à l'ensemble de la communauté. Je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Alors, vous allez me dire si je fais bien ça. Alors, ça doit marcher. Est-ce que c'est bien? Oui, C'est parfait. parfait. Excellent. Alors, oui, c'est la présentation de l'outil Publish or Perish, qui est un logiciel qui pourrait servir pour compléter vos recherches documentaires et bibliométriques. J'ai choisi comme objectif pour la présentation. Alors là, je vais essayer de voir, est-ce que... Oui. Ce que j'essaye avec cette présentation-là, c'est de vous aider à faciliter le choix de la revue ou publier, en fait, de guider le choix des chercheurs, trouver des articles les plus cités sur un sujet précis, identifier les experts dans un domaine, créer des profils bibliographiques ou compléter les recherches documentaires et bibliométriques. J'aimerais, avant de commencer la présentation de l'outil, savoir si vous faites déjà des recherches bibliométriques. Alors, juste répondez dans le chat. On va vous envoyer un petit sondage par oui ou non. Désolé. Là, maintenant, vous pouvez répondre au sondage. Bon, je vois des oui, je vois des non. On dirait que c'est ça, la majeure partie fait pas de recherche bibliométrie. Peut-être que cet outil-là va vous donner le goût d'en faire ou de l'ajouter à votre offre de service. Merci beaucoup. Je voulais savoir, parmi ceux qui font des recherches bibliométriques, est-ce que vous utilisez Publish or Perish? Est-ce que vous connaissez cet outil-là? Répondez aussi oui ou non. Parfait, là, je ne vois pas. Parfait. Euh, Parfait. Alors, je vois qu'il y a très peu de gens qui connaissent cet outil-là. Tant mieux. Alors, on va continuer. J'ai pensé de vous présenter un peu l'historique puis la personne qui a créé cet outil-là. Donc, c'est un outil qui a été un logiciel qui a été créé en 2006 par Anne Will Harzing, qui est un professeur de management international à Londres, puis aussi un professeur collaborateur de management international à l'Université de Tilburg aux Pays-Bas.
Il a été créé pour ses besoins respectifs, pour son usage personnel, puis après ça, bonifié avec le temps depuis 2006. La version 8 de l'outil a été versée le 1er novembre. Elle est disponible pour Windows, pour le Mac, puis pour Linux également. Alors, sur le site de l'outil Publish or Perish, qui est très, très bien documenté, on lit que cet outil-là a été conçu pour les chercheurs, pour les aider à mesurer leur impact de leur publication, aider les chercheurs également à décider dans quelle revue publier, préparer un entretien d'embauche, compléter une revue de littérature et faire des recherches bibliométriques. C'est sûr que les sources qui sont interrogées dans Publish or Perish, c'est Google Scholar. Les indices des mesures bibliométriques sont différents, sont bonifiés dans Publish or Perish parce que le contenu couvert par Google Scholar est plus intéressant. Maintenant, pour ce qui est de qui utilise le Publish or Perish, on voit ici que la majeure partie, c'est des professeurs d'université ou qui ont un statut de professeur, d'enseignant dans une université. Ce que je trouve intéressant, c'est que les bibliothécaires n'utilisent pas autant cet outil-là. Alors, il y a juste 3,7% des gens, des bibliothécaires qui utilisent ou qui connaissent cet outil. Je vais continuer. Une configuration, c'est sûr qu'il faut demander auprès de l'informatique d'installer l'outil en question. C'est pas un outil web, donc c'est un outil avec une installation. Et il y a quelques recommandations nécessaires pour la configuration. Alors, j'ai mis ici pour ce qui est de Windows, de Mac ou du format Linux. Ça prend 4,5 meg d'espace. Il y a aussi, ce qui est important dans cette partie-là, je dirais, c'est le fait que toutes les recherches toutes les requêtes qu'on fait sont stockées dans l'outil. Donc, la mémoire cache peut augmenter assez rapidement. Alors, si on veut pas que ça nuise à la rapidité de l'outil, il faut souvent aller, puis une fois que les recherches ont été exportées, aller et effacer la mémoire cache. Quelques indicateurs bibliométriques qui sont pris en compte par l'outil, c'est bien sûr les citations par année, par publication, par auteur. On a l'indice H que tout le monde connaît, l'indice G également. Et l'indice normalisé, l'indice H normalisé, que je trouve très intéressant, qui est proposé par l'auteur de cet outil-là, qui tient compte du nombre de citations par auteur pour un article. Alors, c'est intéressant parce que elle a pensé justement aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, alors qui n'ont pas une liste de publications pas intéressante, mais importante. Alors, leur indice H est plus bas que les auteurs qui ont une certaine ancienneté dans un domaine. Il y a l'indice annuel, bien sûr, puis l'indice HA. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je vous ai mis le lien pour voir toutes les informations sur les indices, puis les méthodes de calcul de ces indices-là. La couverture et la précision, j'ai commencé à le dire tantôt. Alors, Publish or Perish analyse des résultats provenant de Google Scholar puis de Microsoft Academic. Et Bénédicte vient me dire que Microsoft Academic arrive à l'échéance à la fin du mois. Alors, ne vous inquiétez pas, c'était pas la source que je vais recommander pour les recherches, mais c'était quand même intéressant de la voir. Pour les deux sources, donc Google, il y en a plusieurs, mais pour ces deux sources-là, on parlait d'une indexation
automatiser du contenu. Alors, quand il n'y a pas une indexation manuelle, c'est sûr qu'il y a des erreurs et des omissions dans Google Scholar puis dans Microsoft Academic. Et ça génère plus que dans Scopus ou Web of Science, par exemple, puis qui ne sont pas non plus exemples d'erreurs. Ça génère du bruit, Google Scholar, parce que il y a une plus large couverture, parce que parfois il y a des doublons. Alors, je vais vous proposer des méthodes, si on veut, pour contrer ces problèmes que Google Scholar peut avoir. Donc, les autres sources qui sont indexées dans l'outil, qui sont disponibles dans l'outil Publisher Parish pour l'interrogation, c'est Scopus, gratuit avec une inscription, 200 résultats par importation, Web of Science, payant. Donc, on peut connecter, si on a un compte Web of Science, on peut le connecter et l'utiliser. PubMed, on a Crossref qui est gratuit aussi, puis Semantic Scholar qui est gratuit également. Je voulais vous montrer dans l'article, j'ai lu un article qui parlait de la couverture puis la comparaison des citations dans 252 sujets et catégories. Ce qu'on voit ici, c'est que le Google Scholar qui est en bleu, il y a beaucoup plus de couverture, donc il est fort probable que c'est ça ce qui explique dans le fond un indice H qui est plus intéressant pour un chercheur ou le nombre de citations pour une publication qui est plus intéressante. L'interface de l'outil, on va le voir tantôt à la toute fin, là, s'il nous reste du temps, je vais vous le présenter en direct. Alors, il a l'air de ça. Alors, c'est très simple, c'était une interface très épurée. Au milieu, on a l'accès aux sources qu'on veut chercher. Donc, on fait une recherche dans une source à la fois. Ensuite, on a le menu, les recherches s'enregistrent automatiquement dans un historique ici à gauche. On a des liens, on a les liens vers les préférences, vers le manuel, si jamais on veut avoir plus de détails. Et on a aussi les indicateurs métriques qui vont apparaître ici à droite pour la recherche ou pour une citation. Donc, dans le menu, dans le menu File, on peut voir rapidement que les données peuvent être exportées dans un format Excel, dans un format bibliographique. Donc, on peut voir qu'elles peuvent être exportées vers EndNote également ou en format RIS pour n'importe quel outil de gestion bibliographique. Il peut être également dans Save Search Report Extended ou Basic. Ça, ces deux formats-là, c'est des formats Word. Alors, on peut avoir, par exemple, faire une recherche de profil bibliométrique et l'exporter directement dans un format Word. On peut copier une recherche, on peut copier juste les résultats également. On peut, dans le menu Search, on peut avoir le lien vers en fait une nouvelle recherche dans chacune des sources. Puis on a le menu View, bien sûr, puis Help pour les préférences. Ce que je voulais vous dire et j'ai oublié, c'est on peut enregistrer tout dans un fichier. Alors, on peut créer une arborescence assez intéressante, New Folder. Donc, nos recherches peuvent être groupées dans un fichier. Après ça, les organiser dans sous-fichiers si on veut. Les préférences, donc le paramétrage des sources interrogées. Chaque source dans le lien, on avait vu ici là dans la diapo, on a un bouton vers les préférences. Donc, ce bouton-là va nous amener à cette interface-là.
Et on a des préférences à paramétrer pour chacune des sources au tout début. Alors, je vous conseille de le faire. Certaines sources demandent une clé API, alors c'est quand même facile à obtenir. Même Scopus peut fournir gratuitement une clé API et obtenir, il y a 200, je pense, résultats que Scopus peut euh, nous, euh, nous envoyer. Donc, pour PubMed également. Maintenant, pour Google Scholar, on utilise les opérateurs de recherche, AND, OR. AND, l'opérateur AND est inutile parce que il est utilisé implicitement si on le met. Donc, mais si vous décidez de l'utiliser, c'est toujours en majuscule. J'ai fait des tests hier, puis c'est important, le minuscule ne fonctionnait pas. On va pouvoir faire la recherche dans les champs titres, dans les champs keywords. Les inconvénients, par exemple, dans le champ keywords, c'est que ça génère beaucoup de bruit. Alors, si vous voulez avoir des résultats précis, là, plus intéressants, plus pertinents, je vous conseille fortement le titre. Ici, c'est une recherche que j'ai faite. Alors, c'était intelligence artificielle et chirurgie. Et on voit que la recherche que j'ai faite, c'était dans le titre. Je l'ai enregistré dans un fichier. Et on observe que on a pour l'ensemble des 242 résultats trouvés, on a le nombre de citations, on a un indice H et toutes les autres mesures bibliométriques. On peut voir que la première ici, c'est la référence qui était la plus citée. Elle est une référence de 2018. On a toutes les autres informations bibliographiques de la référence. On peut, si on veut, par exemple, exporter l'ensemble des résultats. On peut l'exporter dans un format Excel, RIS ou dans un format Word. Je vous ai mis ici une copie d'écran de ce que ça peut avoir l'air un rapport en format Word. Donc, on peut avoir, c'est sûr, les termes de la recherche, dans quel champ a été exécuté, date, les résultats, les mesures métriques également. Et on peut également, pour Google, il y a deux types de recherche. Donc, il y a le Google, deux types de sources qui sont connectées dans l'outil Publisher Parish. Il y a le Google Scholar qu'on vient de voir, mais il y a aussi le Google Scholar Profile. Alors, ça, c'est pour chercher des profils bibliographiques. J'ai fait ici un test en cherchant Dr. Fred Saad, qui est un médecin du CHUM. Mais il est possible, là, ici j'ai mis Google Scholar Profile, mais il est possible de créer des profils bibliographiques dans d'autres sources aussi, là, dans Scopus, par exemple. Alors, voilà. J'ai extrait le rapport bibliographique et je trouve que le rendu est quand même assez intéressant, bien structuré. On peut voir la source, interroger les mesures métriques, le nombre de résultats trouvés, ainsi de suite. Les inconvénients, bien sûr, le Google Scholar Profile, il est uniquement disponible si le chercheur en question a un profil. Alors, s'il n'a pas de profil, on n'aura pas de résultats ou pas aussi précis. C'est important également que la mise à jour de ces publications-là soit à jour parce que sinon, c'est pas une mise à jour automatique. Donc, c'est le chercheur même qui prend soin de mettre à jour ces publications. Je dirais ce que j'ai lu aussi dans le manuel de Publisher Parish, c'est que parfois, quand on ne connaît pas le chercheur, alors on ne peut pas vérifier la liste de ses publications. Il y a des articles qui ne lui appartiennent pas. Alors, dans la liste.
J'ai fait aussi une copie d'écran avec un comparatif des recherches bibliographiques. Alors, en cherchant Fred Saad dans plusieurs sources. Alors, j'ai pas pu ajouter dans cette première liste, j'ai pas pu ajouter euh, Web of Science parce que nous, on n'a pas d'abonnement à Web of Science, mais j'ai fait le tour des autres sources. Et comme on peut voir, il y a certaines limitations. C'est sûr que dans Google Scholar, on est limité à 1000. Dans PubMed, on a les références, mais on n'a pas d'indice de mesure, donc il ne peut pas être considéré PubMed. Dans Scopus, on est limité à 200 publications. C'est sûr que c'est pas tous les chercheurs qui ont 200 publications. J'ai mis expressément, j'ai pris cet exemple-là parce que oui, ça peut arriver qu'il dépasse 200 publications. Alors, pour utiliser par exemple Scopus, c'est problématique. On peut juste avoir 200 résultats à la fois. On peut par exemple dans la recherche Scopus fragmenter les recherches par date de publication. Alors, puis avoir l'ensemble des publications par la suite et combiner les recherches une fois les résultats exportés. Ici, j'ai mis un autre exemple que celle qui a créé l'outil donne avec ses propres publications. Puis on voit clairement que le nombre de résultats trouvés, ici c'est Google Scholar, pas Google Scholar Citation Profile. Le nombre de résultats trouvés dans Google Scholar par rapport au nombre de résultats trouvés dans Scopus ou Web of Science est nettement supérieur. Parce que ça inclut les présentations, par exemple, qui ne sont pas incluses dans ces banques de données-là. Et ce qui fait que son indice H est plus intéressant que dans les autres banques de données. Alors, Daniela, on a Oui, une question dans le chat. désolée. La question, c'est par rapport à la limite de 200 dans Scopus. Est-ce que ce sont les 200 références les plus récentes ou les 200 références les plus citées qui apparaissent? Euh, Écoutez, j'ai pas regardé. Je pense que c'est les références les plus citées qui apparaissent, mais je suis pas certaine. On pourrait faire le test tantôt. On peut le voir dans l'outil. Désolée, j'ai pas la réponse pour ça. J'ai continué. Alors, trouver des experts dans un domaine. Alors, on peut le faire de deux façons. On peut faire une nouvelle recherche dans une source. On choisit une source par mot-clé dans le titre. Puis ensuite, on peut faire un tri par auteur. Dans la recherche que j'ai présentée tantôt, sur l'intelligence artificielle et la chirurgie, on voit tout de suite là que Messieurs Hashimoto publie quand même beaucoup et que il y a une étude en particulier là qui a été très citée, le premier, Artificial Intelligence, est très cité dans la littérature. On peut également, pour trouver les experts, faire une recherche par mots-clés dans Google Scholar Profile. Donc, ça, c'est le bordereau de recherche dans Google Scholar Profile. On ne va pas aller chercher l'auteur, le nom, mais bien on peut faire la recherche dans Labels. Donc, ça, c'est ce que chaque chercheur, c'est l'endroit, le champ où le chercheur décrit ses champs des compétences, ses champs de recherche. On voit ici, par exemple, que pour le premier, euh, c'est quand même étrange. Surgery, Obesity, Artificial Intelligence, Philosophy. Alors là, c'est quand même à vérifier, je vous dirais, là, quand on fait la recherche de cette façon. Microsoft Academic, alors c'est un moteur de recherche sémantique utilisé l'intelligence artificielle. Comme j'ai spécifié au tout début, il va disparaître à la fin du mois de ce mois-ci. Bénédicte, me semble, c'est ça que tu m'avais dit.
Donc, c'était une source d'ailleurs. C'est pas une source que j'ai recommandée, mais c'est une source qui générait quand même beaucoup de bruit. Alors, voilà, je l'avais quand même mentionné. Crossref, c'est une autre source qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation à but non lucratif. Moi, je l'ai appris en faisant cette présentation-là, qui enregistre les DOI des articles scientifiques. Alors, leur site web est quand même assez intéressant. On peut voir, on peut faire la recherche, mais cependant, c'est la recherche que je trouvais. J'avais fait une recherche qui est quand même assez précise par auteur. Il y avait beaucoup de résultats qui n'étaient pas pertinents. Alors, je recommande pas non plus ces sources-là. Alors, un de nos objectifs, c'était de faciliter le choix de la revue ou publier, donc recommander, accompagner les chercheurs ou les usagers qui souhaitent publier. Une des façons qui sont recommandées, c'est par la recherche. On fait une recherche dans Google Scholar avec les sujets de la recherche. Et ensuite, on peut faire un tri par journaux. On observe ainsi là que les journaux, les articles qui ressortent sont publiés souvent dans la même revue. Alors, ça peut être très intéressant. Pour trouver les articles les plus cités, je vous dirais que c'est la plus simple de recherche. On fait une recherche je vous recommande toujours, en fait, ça dépend du sujet de recherche, mais quand le sujet ramène beaucoup de résultats, je vous recommande jamais la recherche keywords. Je vous recommande toujours la recherche par titre. Et ensuite, on peut faire un tri, donc pour avoir les articles les plus cités, faire un tri par la colonne Sites qui est ici. Et on va voir les articles qui sont les plus cités. Alors, on avait dit que cet outil-là va aider à compléter nos recherches documentaires, à compléter nos recherches systématiques également, parce que dans la recherche systématique, on fait la recherche, bien sûr, on commence toujours par les banques de données. Puis une fois que le tour de banque de données est fait, on fait la recherche dans Google Scholar. Souvent, l'exportation des résultats est assez, je vous dirais, problématique parce qu'on peut exporter, on peut sélectionner 20 à la fois. Alors, c'est quand même très long, tandis que dans Google, on peut exporter plusieurs résultats. Alors, c'est ça ce qui est intéressant. Je suis presque rendue à la toute fin. Quelques recommandations. Je vous dirais que si vous considérez à déployer cet outil-là, c'est important d'aviser les usagers de l'outil que vous utilisez, donc l'outil Publisher Parish. Pour les rapports que ce soit pour les rapports bibliométriques, puis aussi les aviser de la méthodologie des indices bibliométriques. Alors, qu'est-ce que chaque indice signifie? Comment il a été calculé? Moi, je pense que ça, on a tous des gabarits pour la présentation des rapports de recherche. Alors, je pense que ces informations-là doivent être incluses dans ce gabarit-là avec les explications nécessaires. Une autre chose très importante, on a vu que la recherche dans Google Scholar génère beaucoup de bruit, alors il est important de nettoyer et uniformiser les résultats avant de produire un rapport. Alors, on peut par exemple fusionner les doublons, désélectionner celles qui ne nous intéressent pas, comme ça, avoir uniquement les résultats qui sont pertinents pour l'exportation.
Utiliser le même outil pour l'ensemble de l'équipe ou de l'institution, ça c'est très important. Alors si, je ne sais pas moi, c'est un patron qui vous demande de faire la recherche pour quelqu'un, alors il est important de l'informer que si les autres personnes utilisent Web of Science ou utilisent d'autres sources, c'est important que ça soit toujours le même outil parce que sinon, pour l'uniformisation des résultats, là, c'est très important de comparer des pommes avec des pommes. Idéalement, serait de présenter en comparatif avec les résultats provenant d'au moins deux sources. Alors, on peut dire, ben, si vous avez un abonnement Web of Science, ben, les résultats, le facteur, l'indice H dans Web of Science est tant, tandis que dans Google Scholar est tant. Alors, ça peut être intéressant aussi, ces mesures-là. Puis bien organiser et sauvegarder les références, c'est quand même aussi très, très important. Alors, je vais continuer. Pour nous, ce qui s'en vient présentement à la Bibliothèque du CHUM, on offre des veilles bibliométriques. Alors, c'est pour un axe, on a plusieurs axes, on a 6 axes de recherche au CHUM. Et pour 4 de ces axes-là, on offre des rapports de veille bibliométriques qui concernent, donc, ils vont présenter les sujets couverts dans un mois, les collaborations, les journaux dans lesquels leurs publications ont été publiées avec leur facteur d'impact et les quartiers, et la liste des publications, bien évidemment. Alors, l'idéal, c'est sûr que ce serait de trouver une façon d'intégrer la recherche pour un ensemble de chercheurs de Publish or Perish via ces rapports-là. Les rapports, d'ailleurs, sont générés avec l'outil Cyber Impact. On va, avec mon collègue Sébastien Champagne, on va faire cette présentation-là à la communauté de pratique de ce vendredi. Alors, si vous êtes intéressé, j'imagine qu'on peut partager, elle sera aussi enregistrée là. On peut partager cette présentation-là. Ou peut-être pour une autre fois à une autre formation. Alors, c'est ça un peu. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des sujets auxquels je n'ai pas répondu encore. Est-ce qu'il y en a Moi, déjà? j'avais une question, c'est Fanny. Oui. Salut Daniela. Salut. Premièrement, oui, moi je serais intéressée, ne faisant plus partie de la communauté de pratique, là, oui, je serais intéressée à avoir la formation sur Cyber Impact, peut-être via la FMD 3S. OK. Puis ensuite, je voulais savoir, par exemple, dans notre développement de collection pour les revues, est-ce que l'outil peut nous aider à identifier quelles revues sont incontournables dans un domaine? Je te dirais, oui, ça peut te donner une idée, mais c'est pas comme source unique là, des résultats. Je pense pas que ce serait une source unique. Ça peut te pister, ça peut te donner quelques réponses à ta question, mais je te dirais pas de te fier juste sur Publish or Perish pour ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une petite question. Bonjour Daniela, merci beaucoup. Salut! C'était super intéressant. J'ai exploré cette semaine justement pour compléter une recherche bibliographique, puis je me demandais, est-ce que quand vous l'utilisez, vous incluez en fait les références de Google Scholar dans le dédoublonnage avec les autres bases de données, ou vous le traitez vraiment à part là, dans un second temps, là? Oui, alors je vais essayer de repartager mon écran puis voir l'outil. Puis tu me diras si je vais répondre à ta question. Super. Alors là, je pense que je vous ai perdu. Je vais aller voir. Alors ici, non, edit. Désolée, je ne vois plus l'écran avec... OK.
Je vais essayer. OK, si je le mets comme ça. OK, je pense que je l'ai. Alors, ici. Est-ce que vous voyez? Vous devez voir. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'outil? Oui, tout à fait. OK, parfait. Alors, toi, ta question, c'était si on pouvait combiner les recherches, c'est ça? Non, en fait, je me demandais si, par exemple, vous incluez en fait les références là, extraites dans le dédoublonnage. Je ne sais pas, par exemple, si vous utilisez EndNote ou, par exemple, si vous avez cherché Medline, Embase, vous traitez le dédoublonnage, puis après ça, vous envoyez les références à part là, de... Je me demandais OK. si c'était inclus dans le processus de OK. dédoublonnage. Je te dirais que enlever les doublons dans la banque, si tu veux produire un rapport en format Word, alors c'est sûr que il faut enlever les doublons ici. Il faut aller faire le tri puis regarder s'il n'y a pas des articles qui reviennent 2 fois. Alors, pour enlever les doublons, c'est un peu... c'est sûr que là, il y en a beaucoup de résultats, mais pour un profil peut-être un petit peu moins, c'est simplement de sélectionner la référence, puis ainsi de suite, déposer sur la référence qui est l'original ou sur une référence semblable. Alors, comme ça, les références peuvent être dédoublées. Si le but, c'est d'exporter les références vers un outil de gestion bibliographique, alors c'est pas nécessaire parce que enlever les doublons peut se faire dans EndNote ou dans Zotero sans problème. Mais si on veut produire un rapport Word bibliométrique, alors c'est sûr qu'il faut faire le tri ici d'abord. Excellent. Merci, Daniela. Ça fait plaisir. Alors, je voulais vous montrer également, ça c'est l'outil. On peut sauvegarder nos recherches dans des dossiers, dans des fichiers. On peut également, ici ce que j'ai fait, c'est mes recherches dans différentes sources pour ce chercheur-là, pour son profil. Bon, celle-là appartient pas à ce fichier-là, on va l'enlever. Et ici, ce que j'ai fait, dans le fond, je suis allée chercher juste 2021. C'est très simple pour le faire. Je vous dirais, on peut sélectionner CTRL-A toutes les références. Ensuite, pour les désélectionner, on va aller faire Uncheck All. Donc là, ils vont être désélectionnés parce que par défaut, les références sont sélectionnées. Ensuite, on va aller faire un tri par année, par date de publication. Et on va dire, c'est à partir d'ici jusqu'à... Désolée, 2021. Et là, je descends avec la touche Shift. On va sélectionner tout. Et là, on peut copier ces références-là dans 2021. Alors, là, on peut voir que c'est juste des références. L'ensemble de références de la recherche a été copié, pas juste le 2021, mais c'est uniquement mes références de 2021 qui sont sélectionnées. Donc, l'idée, c'est que mes indices H, mes données bibliométriques tiennent compte juste de 2001. Alors, on peut faire des tris comme ça. Ce que je vous dirais aussi, je ne sais pas si je vous ai dit ça, j'ai remarqué que celle qui est la propriétaire de cet outil-là a travaillé beaucoup cette année. Il y a eu beaucoup de mises à jour de cet outil-là. Et je vois vraiment une amélioration dans la présentation des résultats, dans les filtres qui sont ici. Ce que j'ai pas dit dans les utilisations possibles de l'outil également, nous, on fait des séances où le bibliothécaire est intégré à différentes équipes, puis on fait des recherches en direct pour soutenir certaines décisions ou certaines
directions qui sont prises. Puis, je vous dirais que c'est un outil vraiment qui est très pratique pour ça. Parce que ce qui prend souvent beaucoup de temps, c'est de valider si un article est valide ou non. Alors, c'est sûr que les valeurs, les indices bibliométriques peuvent être intéressants pour évaluer rapidement un article. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres questions. Oui, il y avait une autre question dans le chat, Daniela. Oui. Concernant le calcul de l'impact pour un centre de recherche. Est-ce que, donc pas juste pour un chercheur, mais pour un centre de recherche, est-ce que tu recommandes de passer par les profils Google Scholar? C'est quoi ta méthode dans ce cas-ci? Moi, je dirais que c'est pas parce qu'encore une fois, les profils Google Scholar dépend du chercheur. Alors, si le chercheur n'a pas de profil Google Scholar, puis la majorité, je dirais que il y en a pas des profils Google Scholar. Il y en a de plus en plus qui ont, mais en général, ils n'ont pas de profil Google Scholar. Alors, on peut pas avoir une vue d'ensemble complète pour l'institution, malheureusement. C'est sûr que très intéressant serait de mettre en place des formations d'utilisation pour utiliser cet outil-là, Google Scholar Citation, donc pour se créer un profil et demander aux chercheurs d'avoir de se identifier, s'affilier à la bonne institution. Ça aussi, des fois, ça peut être problématique. Et de le mettre à jour à tous les mois pour avoir vraiment une vue d'ensemble exacte. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais être disponible si vous avez d'autres questions, si vous commencez à travailler avec l'outil. Puis vous avez des questions, puis vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas. Moi, je l'aime beaucoup là pour compléter, comme je vous ai dit, là, je pars jamais de cet outil-là, mais pour compléter et pour avoir le rapport bibliométrique par chercheur, si jamais on nous demande. Souvent, il y a des chercheurs qui font la demande d'avoir le rapport bibliométrique. Alors, c'est important, comme je vous ai dit, là, de préciser que ça a été utilisé, que cet outil-là a été utilisé, que la source, c'est Google Scholar. Puis, pour que la personne sache que si jamais, je ne sais pas moi, l'année suivante, on va utiliser Web of Science pour avoir son rapport bibliométrique, ben, ça se peut que la différence soit quand même importante. Moi, j'ai une question pour toi. On sait que exporter les résultats de Google Scholar, quand on l'utilise directement, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que tu utilises Publish or Perish pour exporter les résultats de Google Scholar? Puis est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Alors, pour les recherches systématiques, je l'utilise. Pour les 2 dernières recherches systématiques, je l'ai intégré. Alors, c'est vraiment facile, là. Si j'avais 200 références, alors je peux exporter toute la source, la qualité des références. C'est la qualité Google Scholar. En fait, il n'y a pas de différence. L'outil n'améliore pas la qualité des données bibliographiques. Mais c'est quand même ça, je trouve qu'on gagne beaucoup de temps à l'intégrer aux recherches systématiques.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois ici que Mme Brown nous avait dit que c'est intéressant, que la recherche est intéressante pour le profil Google Scholar qui ne sont pas exportables. Effectivement, si on fait une recherche dans Google Scholar, dans les profils Google Scholar, on ne peut pas exporter les références, il faut les ajouter. Alors, on peut, mais c'est plus compliqué ou bien une à la fois. Tandis que là, on peut les exporter toutes à une seule fois. Oui. Il y a Catherine qui a une question. Vas-y, Catherine. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. On va se mettre à utiliser cet outil. Pour les gens qui ont manifesté dans le chat le souhait de participer à la formation de la communauté de pratique ce vendredi, j'y vois un petit défi parce que l'enregistrement de la rencontre que l'on fait concerne la totalité de la rencontre et non pas le moment de formation. J'aurais donc tendance à suggérer plutôt d'organiser un atelier FMD3S sur Cyber Impact, ce qui te donnerait la joie, Daniela, de le faire 2 fois finalement. Voilà. Très bien, parfait. Puis je peux juste ajouter que le comité de formation a bien noté l'intérêt, donc on va faire un suivi là-dessus. Parfait, ben merci. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions. Alors, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions en l'utilisant. N'hésitez pas. Merci Daniela, merci à tous. On espère vous voir à notre prochaine activité qui devrait être le 15 de décembre où on va vous inviter à venir partager vos bons coups. On avait fait ça il y a à peu près 1 an et puis on avait eu beaucoup de plaisir. Donc, on renouvelle 1 an plus tard pour partager vos bons coups de la dernière année. Donc, au plaisir et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.